Bonjour Christian Prudhomme. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Vous êtes le directeur du Tour de France. Je vous en prie, installez-vous. Tour de France qui s'élancera ce samedi 1er juillet. Ce sera la 110e édition du Tour de France dont on dit qu'elle est la course la plus dure au monde. En quoi est-elle si particulière ? C'est la plus grande course cycliste du monde, c'est l'une des plus anciennes, c'est le plus ancien des grands tours, les grands tours donc d'Italie, d'Espagne et de France. C'est une épreuve qui est bien plus que du sport, encore. C'est de la culture, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est la mise en valeur de nos régions, de nos départements, de notre patrimoine grâce à la prise de vue aérienne qui est la prise de vue dominante. Le Tour de France est retransmis du premier au dernier kilomètre, 4, 5, 6 heures, 7 heures par jour, suivant la durée de l'étape, la distance de l'étape, et les images partent dans 190 pays dans le monde. C'est dire que c'est la meilleure bande annonce possible, au-delà du sport, pour le premier pays touristique au monde qu'est notre pays, la France. Qu'est-ce qu'il faut attendre du Tour de France de cette année ? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire avec le parcours que vous avez décidé ? Vous savez, au-delà du parcours, c'est d'abord la revanche. C'est le match retour entre le Danois Vingegaard qui a remporté l'épreuve l'année dernière et le prodige slovène Tadej Pogačar. Donc, match retour, revanche. Nous ne sommes pas devins, on verra ce que ça a donné. En revanche, le départ de Bilbao, d'Espagne, du Pays Basque, au pied des Pyrénées, nous permettait d'inscrire les 5 massifs montagneux français, c'est-à-dire les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Alpes, puis les Vosges, pour une sorte de diagonale qui va nous mener jusqu'en Alsace avant le retour à Paris, puisqu'en 2023, nous arriverons bien à Paris, ce qui sera différent l'année suivante. En 2024, on va en parler, évidemment. Comment vous élaborez le parcours du Tour de France ? Quels sont vos critères ? Alors, nous avons... il faut d'abord que les villes ou les départements ou les régions soient candidats ou candidates. Nous avons 300 candidatures pour une trentaine de places, 250 candidatures françaises, une cinquantaine à l'étranger. Il y a ensuite les règles de l'Union cycliste internationale. 3 semaines de course, 21 étapes, 2 journées de repos, 3500 km au maximum. Le Tour était beaucoup plus long autrefois. Quand j'étais gamin, il faisait 4000, 4500. Dans les années 20, il a même fait jusqu'à 5700 km. C'est-à-dire presque le double de ce qui est le cas aujourd'hui. Et ensuite, il y a évidemment un équilibre entre les étapes de plaine, les étapes de montagne, les courses en ligne, des étapes contre la montre, etc. Il y a des éléments incontournables. Alors oui, c'est-à-dire que non seulement j'assume, mais je revendique les grands départs à l'étranger, qui n'ont rien de récent, puisque le premier était en 1954, et la première arrivée du Tour de France à l'étranger... Oui, la première arrivée d'étape du Tour de France à l'étranger, c'était 1919 avec Genève, sans tenir compte de Metz alors allemande en 1907. Mais ce qui est très important pour moi quand je vous dis ça, c'est que il est possible d'avoir, et il faut avoir des grandes villes françaises étrangères, parce qu'il y a la Reims, parce qu'il y a Châtillon-sur-Chalaronne, parce qu'il y a Poligny, la capitale du comté, ou Moirans en montagne, la capitale du jouet en bois. C'est-à-dire que le Tour de France doit parler à tout le monde. Il doit faire rayonner davantage. Quand nous sommes partis du Yorkshire en 2014, avec un succès populaire phénoménal, j'ai appris qu'à l'époque, 11 millions de Britanniques passaient par-dessus la France pour aller en vacances en Espagne. Si une fraction de ces gens-là, attirés par le Tour de France, regardent notre pays, la France, on n'a peut-être pas tout perdu au-delà de la compétition, qui est néanmoins la plus grande course cycliste au monde. Et du coup, parce qu'il y a eu Copenhague l'année dernière, il y a Bilbao cette année, il y aura Florence l'année prochaine, vous souhaitez systématiser ces départs à l'étranger? Non, en fait, alors, les systématiser, les faire régulièrement, oui, mais les 3 départs consécutifs à l'étranger n'étaient pas prévus. C'est la pandémie qui a fait qu'il a fallu inverser la Bretagne, et merci infiniment à la région Bretagne d'avoir accepté d'accueillir le Tour un an plus tôt, et Copenhague ne pouvait plus à cause de la pandémie et de ses conséquences, c'est-à-dire que le championnat d'Europe de foot avait changé une année, les Jeux Olympiques, et que nos amis danois se retrouvaient avec le foot et le Tour au même moment, ce qui était impossible en termes de sécurité. Mais en revanche... ça ne veut pas dire qu'il y aura des départs systématiques? Non, bien sûr que non. On va repartir de France, c'est une évidence, et c'est nécessaire. Mais en revanche, regardez le succès populaire de l'an passé au Danemark, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est, dans mon esprit, c'est même encore plus l'intérêt de notre pays que l'intérêt du Tour de partir de l'étranger. C'est faire rayonner davantage. C'est aller chercher des gens qui aiment le Tour, et donc la France, qui voient la France avec un regard d'enfant émerveillé. Les Danois, je pense qu'ils aiment bien la France en ce moment. Parce que vous entendez, on imagine, ces interrogations, ces critiques de certaines personnes qui disent « Mais pourquoi le Tour de France commence à l'étranger ? Est-ce que ça reste encore le Tour de France ?» Pour vous, ça ne dénature pas pour vous c'est la plus grande course cycliste du monde. Ça fait que des gens s'intéressent à nous. C'est au contraire. J'évoquais le Yorkshire tout à l'heure, mais quand en 2014, tous les noms de pubs dans Leeds sont traduits en français, quand le Black Swan s'appelle le Cygne Noir, les gens qui critiquent, j'ose espérer qu'ils n'utilisent pas le franglais à tort et à travers au quotidien.
Défendre le Tour, c'est aussi défendre la langue française. C'est un savoir-faire à Maurice Sport Organisation. Quand on va organiser le Tour de France, qu'on va à l'étranger, on montre un savoir-faire français. On montre une excellence française qui est recherchée. Et vous dites, on va voir un extrait d'un documentaire Netflix qui passe en ce moment, qui s'appelle Tour de France au cœur du peloton. Vous dites dans ce documentaire, le Tour est un monument national à vocation universelle. Oui. C'est aussi ça que vous voulez montrer? C'est exactement ça. Exactement. Sur les villes-étapes, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu envie de comprendre comment vous élaborez le parcours et comment ça se passe. Vous le dites, il y a plus de 300 villes qui sont candidates, il y en a 30 qui sont retenues. Comment vous les retenez, ces villes? Quand on décide d'un lieu de départ, en l'occurrence Bilbao, on sait qu'on n'ira pas à Lille. On sait qu'on n'ira pas à Brest. Donc, si vous voulez, un parcours se dessine. On ne sait pas forcément où nous irons, mais en tout cas, on sait où on n'ira pas. En revanche, si on superpose les cartes du Tour de France sur 5 ou 6 années, on voit qu'on va à peu près partout. La géographie de la France est essentielle pour tracer le parcours. Vous tracez une droite du Pays Basque à l'Alsace. À l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Le parcours, si le parcours était uniquement sportif, on ferait quasiment ce que nous faisons cette année. Vous êtes dans la partie à l'est de cette fameuse droite. Vous décidez de faire une étape de plaine, vous faites une étape de plaine. Vous voulez faire une étape de moyenne montagne, vous faites une étape de moyenne montagne. Vous voulez faire une étape de haute montagne, vous faites une étape de haute montagne. De l'autre côté, ça n'est pas possible. Mais il faut évidemment qu'on aille en Bretagne. Notre fameux champion Bernard Hinault me taillerait, l'homme de Calorguin et des Côtes d'Armor me taillerait les oreilles en pointe si nous n'allions plus en Bretagne. On y va évidemment régulièrement. Le succès populaire était magnifique lorsque nous sommes partis il y a 2 ans. Mais d'un point de vue sportif, les difficultés qui font les champions du Tour, c'est à l'est de cette droite. Donc il faut jouer avec tout ça. Mais bien sûr qu'on va en Bretagne, bien sûr qu'on va en Vendée, bien sûr qu'on va dans le Nord. Ça veut dire qu'il y a des étapes que vous êtes obligé de faire quasiment chaque année? Il y a la mythique Alpe d'Huez, par exemple. Alors l'Alpe d'Huez, ça n'est pas tous les ans, mais c'est souvent, bien évidemment. Mais c'est aussi une ville comme Pau. Pau, il y a la volonté politique d'André Labarrère à François Bayrou. Il y a toujours eu la volonté politique. Pau à l'hébergement. Pau est sur l'autoroute. Ça veut dire qu'une fois que l'étape est terminée, il faut que les coureurs aillent vers les hôtels. S'il y a une autoroute, c'est quand même plus facile. Donc il y a une sorte d'évidence. Il y a l'envie, il y a la volonté politique, il y a l'accueil, mais il y a aussi un lieu stratégique au pied des Pyrénées en entrant ou en sortant. Ça veut dire que pour avoir un équilibre géographique, vous y réflissez sur plusieurs années? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je fais ce geste, superposer les cartes du Tour, et vous verrez, regardez, le départ de Nice en 2020, le départ de Brest en 2021, puis le Danemark, puis Bilbao. C'est-à-dire qu'en fait, on va à un coin. Que vous fassiez une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques arrivent à Paris, en France, et c'est formidable. Mais c'est peu ou prou la même chose, les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Le Tour de France, en fonction du lieu du départ, il va être complètement différent. Si vous partez de Nice au pied des Alpes, de Bilbao au pied des Pyrénées, ou du Danemark tout en haut, ou de Brest, vous allez être soit tout de suite dans la montagne, soit vous aurez une semaine dans la plaine. Et donc la construction du Tour et le résultat du Tour peuvent différer. Combien les villes, est-ce que ça leur coûte d'accueillir le Tour de France? On imagine que ça leur apporte aussi. Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, en général, dans les études qui sont faites par les collectivités, c'est de l'ordre de 1 euro donné pour 3 euros qui rentrent, voire 5, 6, 7, en fonction des endroits. Si vous êtes dans des villes qui ont les hôtels, bien évidemment que le retour, il est plus fort. Le ticket d'entrée du Tour de France, hors grand départ, qui est différent, c'est en fait ce que nous payons le soir en hébergement. C'est aux alentours de 250 000 euros, 130 000 euros une arrivée hors taxe, 90 000 un départ. Alors, si on additionne tout ça, 250 000 euros, c'est à peu près ce que nous payons tous les soirs en hébergement pour les coureurs du Tour, les équipes et l'organisation, puisque nous réservons chaque soir 1850 lits. Donc l'argent demandé aux collectivités est immédiatement réinvesti dans l'économie locale, dans le tissu économique local. Vous allez rencontrer des élus tout au long de l'année, vous, pour élaborer cette carte. Que vous disent-ils et que leur dites-vous? On imagine que c'est un échange qui doit être passionnant. Ils disent qu'ils veulent le Tour. Ils disent un peu désormais qu'ils veulent le Tour aussi dans sa version féminine, ce qui est très bien, puisque nous avons relancé l'année dernière la version féminine du Tour. Il y a 1 an et demi, lorsque nous avons, avec Marion Rousse, la directrice du Tour de France, lorsque nous avons annoncé le retour d'une épreuve féminine, j'ai dit « Vive le Tour, vive les Tours », je m'étais trompé. Parce que c'est le Tour. La version féminine est partie intégrante du Tour. Au bord des routes, c'est le même public avec peut-être davantage de femmes et de jeunes filles qui se disent « Demain, je serai peut-être moi dans le peloton et je pourrai assouvir mes rêves » avec de très belles audiences à la télé. Donc c'est vraiment le Tour. C'est un mois de juillet complet dévolu au Tour de France, dévolu au cyclisme, avec aussi ce que nous souhaitons de plus en plus mettre en valeur, le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions et des championnes. C'est pour ça que nous avons créé le label des villes-étapes du Tour de France sur le modèle des villes fleuries pour encourager
à la pratique de la bicyclette au quotidien, notamment auprès des jeunes, et pour faire en sorte que les villes, les collectivités développent plus encore leur politique de mobilité douce. Et ça, c'est important. Évidemment, le Tour de France est la vitrine du cyclisme. Chaque année, c'est l'événement le plus suivi. Mais vous voulez vous en servir, vous, pour développer ce vélo au quotidien et que les Français soient plus associés dans la pratique alors on peut se demander vélo. Pourquoi, mais c'est très simple, parce que c'est aussi notre intérêt. L'âge d'or du cyclisme français. Vous ne m'avez pas encore demandé quand un vainqueur du Tour de France c'était Bernard Hinault en 1985. Mais l'âge d'or du cyclisme français, c'est quand les champions sortaient des fermes. Les années 50, 60, 70. Pourquoi? Ils prenaient leur bicyclette pour aller à l'école, ils faisaient 5 ou 10 kilomètres le matin, le midi, le soir, et ils faisaient ce qu'ils appellent le Grand Prix de la pancarte. C'est-à-dire qu'ils faisaient un sprint devant l'entrée de la commune ou du village. Et donc, naturellement, ils étaient repérés. Donc, c'est notre intérêt aussi, bien évidemment. Ça veut dire que le Tour a changé? Vous avez vu l'évolution, vous, du Tour de France? Le Tour évolue comme tout le monde. Le Tour a été créé par un journal, L'Auto. Il a toujours évolué avec les moyens de communication de son époque. La presse écrite qu'il a créée, la radio qu'il a popularisé formidablement, la télé qu'il magnifie, les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc ça va continuer. C'est une invention de journaliste, le Tour de France. Donc il faut savoir s'adapter. On va plonger justement dans les coulisses de ce Tour de France. Il y a une série documentaire qui passe en ce moment même sur Netflix, Tour de France au cœur du peloton, plongé dans les coulisses de l'année dernière. Vous l'avez regardé, j'imagine? Bien sûr. Ça vous a rappelé de bons souvenirs? Ça m'a surtout plu. Elle est effectivement très très bien faite, cette série. Le cyclisme, on va le voir, c'est un sport individuel, évidemment, mais on voit que c'est un sport d'équipe. Et les coureurs s'accordent à dire, et on s'en rend compte en regardant cette série. On va voir notamment l'importance des directeurs sportifs. On va regarder un extrait avec Marc Madiot, le célèbre directeur sportif de la Groupama FDJ. On regarde. Je suis arrivé dans la dernière partie de ma carrière. Je voulais créer une équipe en partant d'une feuille blanche. Marc, vous vouliez être directeur sportif. Alors aujourd'hui, ça y est, on y est. J'avais 0 expérience, je sortais du peloton et tout. Voilà. Mais j'avais envie. Et ben ça, c'est l'essentiel. Thibaut Pinot. Dans cette équipe, je veux que les gens aient envie. Qu'ils soient derrière le bureau, qu'ils soient sur le vélo, qu'ils soient en bas à l'atelier, il faut qu'ils aient envie. Aujourd'hui, quand je monte dans ma voiture en course avec un directeur sportif, je suis avec lui. Et je veux que les mecs, ils rentrent dans le match. Faut avoir faim, faut avoir la hargne. C'est ça le plus important. Voilà, on voit la ferveur, la passion de Marc Madiot. Un mot peut-être sur Marc Madiot. Il est quand même beaucoup plus connu que certains coureurs. Ça devient une star, Marc Madiot. Marc Madiot, c'est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix. C'était un vrai champion. Quand j'ai couvert mon premier Tour de France à la radio, à l'époque pour Europe 1, le consultant s'appelait Marc Madiot, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis 30 ans. Et effectivement, cette envie qu'il transmet, elle est forte. C'est la passion. Mais quand on est dans tous les domaines, mais dans le domaine du sport et du sport de compétition, s'il n'y a pas de passion, c'est quand même pas tout à fait pareil. On ne peut pas aller au bout. Et on voit cette passion. Et on voit surtout que le cyclisme, en fait, c'est un sport d'équipe. Le plus grand champion, la plus grande championne ne peuvent pas gagner sans équipe. C'est un sport individuel qui se court par équipe et en effet, dans la série, on le voit parfaitement. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est totalement complémentaire du direct de France Télévisions, qui est magnifique, puisqu'on voit tout du premier au dernier kilomètre. Mais là, on découvre les stratégies, on voit que le tableau noir fonctionne parfois, mais pas toujours, comme dans la vie, et puis on découvre des personnages. Le sprinter Jasper Philipsen, je le connais de vue, je ne le connais pas plus que ça. Dans un des épisodes de la série, on voit qu'il ne se rend pas compte qu'un coureur est arrivé avant, il gagne le sprint et il est tout content. Et il arrive, il comprend qu'il n'a pas triomphé, il est avec son ami, sa compagne, sa femme, et elle lui dit « Mais qu'est-ce que je fais? Suis-moi » Et il dit « C'est la honte. C'est la honte. Je n'ai pas gagné une seule épreuve sur le Tour, pas une seule étape. Et là, je crois que j'ai gagné. C'est la honte. » Et on découvre ensuite que ce gars-là est le roi des gaffes. Ce que je ne savais pas. Il est surnommé Jasper Disaster, Jasper le désastre. Et en fait, partout, il oublie ses lunettes. Il se demandait s'il oublie même pas son maillot pour partir rouler. Donc j'ai très envie, du coup, en arrivant à Bilbao, d'aller lui serrer la main et d'aller lui dire, ben voilà, Jasper, salut. On se connaît pas plus que ça, mais donc on peut s'attacher aux gens. Ouais. Du coup, on peut s'attacher aux gens davantage.
On voit effectivement dans cette série documentaire le rôle des équipes, des stratégies aussi d'équipes. Et ça pose peut-être la question de l'oreillette que les coureurs ont, puisque maintenant ils disposent d'une oreillette pour être en lien avec leur directeur sportif. Est-ce que ça n'a pas enlevé un peu de magie à la course, de suspense? C'était une question qui avait du sens il y a 3 ou 4 ans, qui en a moins aujourd'hui, puisque les courses sont totalement débridées depuis 3 ou 4 ans avec une nouvelle génération. Peut-être aussi un effet post-Covid qui fait que les champions cyclistes se sont dit, nous on peut encore courir quand le monde est à l'arrêt, parce que ça a été le cas. À un moment, ils ont repris plus vite que les autres. L'oreillette, moi je suis pas fan, mais il y a bien longtemps, en 2008, on a eu l'autorisation, puisque ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de l'organisation du Tour de France, ça dépend des règles internationales, donc de l'Union cycliste internationale. Et en 2008, il y a 15 ans, nous avions obtenu l'autorisation de faire 2 étapes sans oreillette. Et là, on a vu 6 coureurs s'échapper. Un coureur de chacune des 6 formations dont le manager était contre les oreillettes. Et on a vu se mettre en tête de peloton 16 coureurs. Un coureur pour chacune des 16 formations dont le directeur sportif était pour les oreillettes, de telle manière à faire l'étape la plus lancinante possible. On l'a fait donc une fois, cette expérience, on ne l'a pas renouvelée parce que clairement, le monde des équipes était contre nous, dans son ensemble. Et je ne pense pas que ça a évolué parce que la jeune génération de coureurs est habituée à l'oreillette. On va revenir sur le rôle des directeurs sportifs parce que le Tour de France, il y a certes beaucoup de villes qui veulent en être et vous en choisissez, mais il y a aussi beaucoup de coureurs qui veulent en être et un directeur sportif doit faire des choix. On se souvient que l'année dernière, Julien Alaphilippe avait été écarté parce qu'il n'était pas très en forme suite à sa chute dans le Liège-Bastogne-Liège. Et cette année, c'est Thibaut Pinot qui a été sélectionné aux dépens d'Arnaud Démare. Thibaut Pinot, ce sera son dernier Tour de France. C'est un peu une course maudite pour lui, le Tour de France? Alors oui et non. C'est une course maudite, oui et non. Parce que le Tour de France, je pense que c'est une épreuve qu'il adore. D'ailleurs, les messages que nous avons pu nous échanger, lui et moi, depuis 3 mois, indiquaient très clairement, puisqu'il faisait ça, en fait. Il y avait ça dans tous ces messages, le petit signe, en me disant « j'espère que j'en serai, j'espère que j'en serai ». Et évidemment que nous aussi, on souhaitait qu'il soit là. Pourquoi? Parce que c'est un personnage du Tour, parce que c'est un grimpeur qui a un immense talent, parce qu'il attaque en communion avec le public et qu'on n'avait pas envie qu'il ne revienne pas. Sa première grande victoire à 22 ans, c'est sur le Tour de France. On vient de revoir les images. Son podium en 2014, tout le rêve qu'il nous a donné en 2019 où on s'est dit « tiens, mais il va gagner le Tour de France ». Et puis voilà, badaboum, à 48 heures de l'arrivée, la blessure et il abandonne. Et puis ensuite les chutes. Donc j'espère qu'il va revenir totalement libéré. Le stress l'a souvent empêché de faire de grandes choses. Là, il est libéré. Il sait que c'est la fin et il veut en profiter. Vous savez, on râle tous dans la vie en disant « ah, ça m'embête, ça. » Puis quand on vous dit « mais c'est la dernière fois, d'un seul coup », tout s'inverse. C'est-à-dire que vous ne voyez plus que les bonnes choses et plus du tout les petites choses du quotidien. Il est libéré. Si on a un Pinot aussi fort qu'au Tour d'Italie où il vient de finir 5e et meilleur grimpeur, et un Gaudu aussi bon qu'à Paris-Nice où il a fait 2e entre Pogacar et Vingegaard, avec un patron comme Madio, ça va déménager. Ça veut dire que c'est là que je pose ma question, vous êtes optimiste sur un Français qui peut gagner le Tour de France ou cette année ça va être compliqué? Non. 2, 3 Français dans les 10 premiers, peut-être un dans les 5 premiers, peut-être sur le podium, mais personne ne pourra lutter, je pense, contre Pogacar et Vingegaard. C'est-à-dire qu'un Français qui gagne le Tour de France, c'est pas pour tout de suite? Non, alors je ne sais pas si on réussira à faire mieux que Roland-Garros. On a 2 ans d'avance ou de retard, c'est selon. Noah 83, Hinault 85, les années 80 bénies, puisqu'il y avait aussi Platini et Prost. La France a changé. La France, désormais, est la meilleure nation du monde dans les sports collectifs. Ça marche beaucoup moins bien en individuel. C'est peut-être aussi une leçon pour nous, bien au-delà du Tour de France. C'est un Pierre-Luc Séguillon, ancien patron du service politique de TF1, ancien patron du service politique de la 5, à laquelle j'appartenais autrefois, qui disait « il ne faut compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres ». N'oublions jamais ça. Et c'est vrai pour le vélo aussi. Il ne faut compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres. C'est une leçon de cyclisme, c'est une leçon de vie qui, je l'espère, peut s'appliquer et devrait s'appliquer à tout le monde, surtout dans la France de 2023. Vous qui êtes sur les routes du Tour, évidemment, dans votre voiture tout au long de ce parcours, est-ce que la ferveur est la même quand il y a un Français qui est en position de gagner ou quand les Français sont un peu plus loin? La force du Tour, c'est que quels que soient les résultats des Français, c'est le Tour. Et ça se voit aussi dans les résultats d'audience. France 2 triple ses parts d'audience pendant le Tour de France. On était à 41% de parts de marché sur les 3 semaines l'an dernier. Score magnifique. À relativiser avec les 87% au Danemark sur les 3 premiers jours et les 78% sur les 3 semaines. C'est-à-dire que le Tour de France au Danemark, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot avec l'équipe de France. Le Tour de France. Le Tour
de France. En lien avec ce que nous avons pu dire tout à l'heure sur le rayonnement du Tour de France et le fait qu'on aille régulièrement à l'étranger, ce qu'encore une fois je revendique. Donc de toute façon, c'est la fête. Le héros du Tour, c'est le Tour, d'abord. Un mot sur le Covid, on est encore obligé d'en parler. Il a perturbé le Giro. Il y a quelques semaines, plusieurs coureurs contraints à l'abandon, dont le leader. Est-ce que vous êtes inquiet pour le Tour de cette année? Non, d'une part, alors aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes officielles, contrairement aux années 2020, 2021, 2022, où les contraintes venaient après discussion, évidemment, avec le gouvernement, évidemment avec l'Union cycliste internationale, avec les équipes et avec nous, organisateurs. Là, c'est reporté sur les équipes. En revanche, on prendra des mesures de bon sens, c'est-à-dire que derrière le podium, quand les coureurs qui ont gagné ou qui passent au contrôle antidopage doivent rester derrière, tout le monde devra porter le masque et on demandera aussi à nos amis journalistes, je reste carte de presse 56 376, même si de fait je ne suis plus journaliste, de faire attention évidemment par le port du masque avec des perches quand ils se rapprocheront des coureurs. L'année prochaine, ce sera les JO de Paris, le départ, ce sera Florence, et l'arrivée, ce ne sera pas sur les champs. Ça, c'est une petite révolution, l'arrivée à Nice. Ce sera la toute première fois dans l'histoire du Tour depuis 1903. Nice, alors on ne remplace pas Paris comme ça. Nice, nous organisons Paris-Nice, nous avons des contacts réguliers bien évidemment avec Christian Estrosi, le maire de Nice. On avait évoqué ça avec lui dès décembre 2018, bien avant, en se disant et si ça n'était pas possible pour le Tour de France d'arriver à Paris en 2024. Et il avait dit évidemment, bien sûr que oui, je serai là. Ça va nous permettre aussi de rapprocher la montagne de Paris. Le dernier contre-la-montre, donc il y aura un contre-la-montre le dernier jour, le dernier jour depuis 1989, les fameuses 8 secondes entre Greg LeMond, l'Américain, et Laurent Fignon, donc l'écart le plus serré de l'histoire du Tour de France. La montagne est là, la mer est là. Dernier chrono de Monaco à Nice, ça a de l'allure, ça a de la gueule même, et ça résonne bien au-delà de la France, qui était aussi important. Parce que Paris, ça compte aussi, Paris. Et ça veut dire que le Tour restera dans la moitié sud l'année prochaine ? Alors, pas simplement, mais vous saurez tout le 27 octobre. N'hésitez pas à venir. J'ai essayé, mais j'ai compris qu'on allait patienter. Ou si vous n'êtes pas au Palais des Congrès, le soir à Nice, où on fera une nouvelle présentation du Tour chez nos amis niçois. On y sera, on vient chaque année. Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité du Tour l'année prochaine ? Ça mobilise aussi des forces de l'ordre, évidemment, le Tour de France. Mais quand vous évoquiez tout à l'heure les 3 grands départs à l'étranger, c'était évident pour nous qu'en 2024, de toute façon, on ne pourrait pas partir de France. Donc, avoir un certain nombre d'étapes en moins pour soulager, évidemment, les forces de police, les forces de gendarmerie, les forces de sécurité. Et c'est la première fois en Italie. Oui, la première fois. Et ça tombe sur le centenaire de la première victoire d'un coureur italien dans le Tour de France. Ottavio Bottecchia, mort, assassiné. Alors, choisissez la vérité ou la légende. Il y a 2 versions, bien évidemment, comme toujours. Soit c'est parce qu'il était antifasciste, soit c'est simplement parce que le voisin trouvait qu'il faisait de trop fréquentes incursions dans son jardin pour aller voir l'épouse du dit voisin. Ah, voilà, on mènera l'enquête. La Corse que je suis est obligée de vous poser la question, évidemment, Christian Prudhomme. À quand le retour du Tour en Corse ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, puisqu'on fête les 10 ans, et j'ai été interrogé cette semaine par Corse Matin, par mon ami Noël Crusselin, c'est un souvenir merveilleux. Vous savez que j'évoquais la 5 tout à l'heure. Le patron qui m'a le plus marqué, c'est Pierre Cangioni. Je crois qu'il est corse aussi. Et en fait, c'était le rêve de Pierre quand il était rédacteur en chef du service des sports de la 5, et j'étais l'un des membres de ce service. Il nous racontait qu'il rêvait de ça, et qu'on ait pu faire ça, évidemment, avec les élus. Avec d'abord Ange Santini qui a mis Rocasser, et ensuite celui qui a dit oui, c'est Paul Giacobi, qu'on ait pu faire ça, 3 étapes en Corse, l'île de beauté, montrer cette île extraordinaire au monde entier, c'était vraiment du pur bonheur. On peut espérer que ça revienne alors. En tout cas, moi, je n'hésite pas à revenir régulièrement. Je me souviens de m'être fait enguirlander par certains coureurs, notamment Thomas Vauclair, disant « c'est pas possible de faire ça, c'est trop beau et vous ne nous laissez même pas le temps d'en profiter, mais nous reviendrons en vacances ». C'est ce qu'il a fait. Voilà, mais nous on espère que vous allez revenir dans la course vous voulez me faire travailler, et qu'il y aura de nouvelles étapes. C'est très bon choix. Merci beaucoup. Merci Christian Prudhomme d'avoir été notre invité ce matin. On passe au Club des Territoires.